Bonsoir, vous écoutez Agora au sommaire aujourd'hui. Si vous aviez vos habitudes à la bibliothèque universitaire, il va falloir les revoir. Le bâtiment historique de l'Unitech ou la Banane pour les intimes ferme ses portes pendant 1 an, son restaurant compris. Une cafétéria temporaire a ouvert sur le campus pour pallier cette fermeture. Quelles sont les alternatives proposées par l'UNIL? Tour d'horizon dans cette émission. Après Tintin au pays de l'or noir, voici le tour de Mickey Mouse. Disneyland a annoncé en mai dernier ouvrir un nouveau parc d'attractions à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi avoir choisi ce pays pourtant régulièrement dénoncé pour ses atteintes aux droits de l'homme? Quelle mouche a piqué la souris? Nous verrons qu'un accord financier très intéressant pour Disney n'est pas anodin dans cette décision. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle a débarqué sur les bancs des écoles, forçant les enseignants à revoir leurs copies. Mais une nouvelle génération de profs souhaite faire de l'IA leur allié, notamment en cours de musique. L'un d'entre eux, tout juste diplômé, nous rejoindra pour en parler. Il vient de rédiger son travail de bachelor sur le sujet. Également dans cette émission, comment certains grands présidents ont su utiliser leurs chiens comme outil de communication. Et dans notre nouvelle chronique sur le doublage français au cinéma, nous apprendrons comment traduire une blague. Côté musique, du beau monde aujourd'hui, Jacques Brel, Renaud ou encore Herman Sermite. Merci d'être avec nous et d'écouter Agora, la nouvelle émission d'actualité de Fréquence Banane Lausanne en ce jeudi 7 août. La Banane partiellement fermée, on a testé la nouvelle cafétéria. Je le disais en titre, l'Unitech, la bibliothèque de l'UNIL, sera partiellement fermée pendant 1 an. La faute aux travaux de rénovation qui durent déjà depuis 2022. Plus précisément, ce sera la partie historique du bâtiment, ouvert en 1981, qui sera inaccessible. Antoine, nous sommes plusieurs à passer de longues heures studieuses à la bibliothèque. Quelles sont les alternatives mises en place par l'UNIL ? Déjà, Mathilde, comme tu l'as mentionné, c'est bien le bâtiment historique que nous connaissons tous qui fermera ses portes. En revanche, l'extension inaugurée en mai dernier reste accessible. C'est désormais là que sont regroupées toutes les collections en libre accès ainsi que les bureaux et services de la BCUL. Les ouvrages pourront donc continuer à être consultés et empruntés normalement, mais y accéder relève presque de l'expédition. Toute la terrasse du restaurant étant également fermée, l'entrée de la nouvelle bibliothèque se fait désormais du côté de l'Amphipôle, un détour peu pratique surtout lorsqu'on arrive depuis le quartier de la Chambronne. Une porte dérobée, percée à même la paroi, un couloir peu attrayant, et nous voilà plongés dans ce vaste bloc de béton gris flambant neuf. L'effet est étrange. Tout semble familier mais nouveau en même temps. Les imprimantes, les PC en libre accès, les rayons de livres répondent présents. Même le buste de Charles Baudelaire est toujours là. Mais le tout s'inscrit dans ce décor impersonnel aux faux airs d'abri anti-atomique. Les horaires d'ouverture, eux aussi, ne changent pas. Une grosse différence cependant, le nombre de places de travail a été nettement réduite. De 850 places, la Banane passe à 300 places. Pour pallier cette réduction, l'UNIL a un plan. Quasi 400 tables supplémentaires seront installées dans différents bâtiments du campus. L'UNIL compte aussi sur ses cafétérias pour absorber les étudiants. En outre, certains auditoires seront privatisés durant les périodes de révision précédant les examens. Le restaurant de la bibliothèque s'apprête lui aussi à fermer ses portes pour mieux renaître. Mais alors, comment l'UNIL compte-t-elle remplacer ce lieu très fréquenté ? Par une solution temporaire, la création d'une nouvelle cafétéria baptisée la K-Banane pendant 1 an. Inaugurée en juillet, cette structure a été installée sur le parking à l'est de l'Internef. Résultat, il n'y a plus de point de restauration à proximité immédiate de la bibliothèque. La K-Banane offre environ 800 places, réparties entre l'intérieur et l'extérieur. On y trouve l'essentiel de l'ancien restaurant, buffet à salade et dessert ou encore fontaine à eau. L'objectif est clair. En faire le lieu le plus fonctionnel et agréable possible, comme l'explique Jacob Milite, chargé de projet pour les restaurants et commerces du campus dans le journal L'Uniscope. La gestion de cette nouvelle cafétéria a été confiée au traiteur Artigus, déjà en charge de l'ancien restaurant et qui détient un quasi-monopole sur l'offre de restauration de l'université. Antoine, tu as testé cette cafétéria temporaire cette semaine, que vaut-elle ? Premier bémol, la K-Banane est mal indiquée, malgré la présence de quelques panneaux aux abords de l'arrêt du métro Mouline, d'autant plus que le bâtiment est bien caché derrière l'Internef. Le lieu maintenant, il se compose de plusieurs grands porte-cabines blancs accolés entre eux, une structure pas très engageante, surtout avec une terrasse installée directement sur le parking. Mais l'intérieur est de bien meilleure facture, un espace épuré et bien aménagé, avec tout le nécessaire à disposition, y compris
et heureusement des fours micro-ondes. Côté restauration, l'offre est variée, simoniée au choix. On retrouve notamment des plats végétariens et 2 options indiennes, options que j'ai prises d'ailleurs, poulet tandoori et riz basmati, que j'ai trouvé très bon. On ne sera pas surpris cependant de retrouver un buffet de sandwichs et de pâtisseries qui propose les mêmes produits que dans les autres cafétérias d'Artigus. Notons également l'absence de pizza, grande classique de l'ancienne cafétéria. L'ambiance est agréable, calme, mais il faut aussi tenir compte du contexte. Nous sommes en plein mois d'août, une période creuse sur le campus. J'ai trouvé l'affluence correcte pour la saison, mais la véritable mise à l'épreuve viendra à la rentrée avec cette question. Ce lieu excentré saura-t-il attirer les étudiants et le personnel, notamment ceux venant du quartier de la Sorge? Surtout que la Cabanane est située à peine à quelques encablures de la cafétéria de l'Internef. En attendant, saluons l'effort. La solution transitoire présentée par le Nil tient pour l'instant la route. Ce qui est sûr, c'est que la réouverture du véritable restaurant de la bibliothèque est prévue pour septembre 2026. Les travaux de la bibliothèque, quant à eux, devraient s'achever au printemps 2027, marquant la fin d'un vaste chantier dont le coût dépasse les 100 millions de francs suisses, un investissement majoritairement pris en charge par l'État de Vaud. Merci Antoine pour ce travail d'investigation. Et de 7 pour Disney. Après les États-Unis, la France, la Chine et le Japon, la firme aux grandes oreilles a annoncé le 7 mai dernier l'ouverture d'un nouveau parc d'attractions vers Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Parc qui sortira de terre à une date encore indéterminée. Antoine, tu t'es penché pour nous sur cette annonce qui a fait grand bruit. Bob Iger, le PDG de Disney, était éloquent lorsqu'il a annoncé à la presse l'ouverture de ce 7e parc. Pour lui, le choix du pays du Golfe est le meilleur endroit possible. Pour justifier son nouveau projet, Iger a évoqué les investissements massifs des Émirats Arabes Unis dans son secteur touristique au cours des 20 dernières années. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie du pays visant à attirer 39 millions de touristes d'ici 2030, car les revenus du tourisme doivent remplacer les revenus du pétrole qui, eux, seront bientôt à sec. Au menu de ce parc flambant neuf, hôtels, restaurants et une version modernisée du château de la Belle au Bois dormant, aux contours plus orientaux. Toujours selon Bob Iger, le projet va mélanger les histoires et les personnages formidables de Disney avec la culture et le goût de ce pays et de cette région. En outre, le parc sera construit sur l'île artificielle de Yas, complexe touristique sorti ex nihilo dans les années 2000 et qui accueille déjà 4 parcs d'attractions. Néanmoins, c'est le choix des Émirats Arabes Unis, régulièrement pointé du doigt, pour leur atteinte aux droits de l'homme qui suscite des critiques chez les fans et dans les médias américains. Sur son site, l'ONG Human Rights Watch dénonce le mépris total du système judiciaire des Émirats envers la dissidence politique. En témoigne un procès de masse qui a condamné 53 opposants à de lourdes peines en 2024. L'homosexualité est passible de peine de mort et la torture est toujours d'actualité. De nombreux films occidentaux ont été interdits de diffusion ces dernières années, dont des films Disney. Leur tort, mettre en scène des représentations homosexuelles, aussi minimes soient-elles. Ce nouveau parc pose aussi des défis écologiques conséquents. Construit en plein désert, le parc devra largement être couvert et climatisé. Si on compte les 8 années de construction prévues, l'incidence environnementale sera non négligeable. En février dernier, Disney a annoncé lever le pied sur ses politiques de diversité. Des décisions qui coïncident avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Difficile alors de ne pas pointer le timing du doigt, surtout que des bruits de couloir évoquent que le projet d'un 7e parc n'était pas du tout à l'ordre du jour au début de l'année. Pourtant, Disney vit financièrement des années compliquées, la faute à un box-office et des revenus en baisse. Qu'est-ce qui a poussé Disney à investir autant au Moyen-Orient ? Parce que la firme américaine a conclu un accord plus qu'intéressant avec la société qui a le monopole complet sur les attractions de cette fameuse île artificielle, j'ai nommé Miral. Le rôle de cette dernière est essentiel pour comprendre pourquoi Disney s'implante au Moyen-Orient. Ce sera Miral qui prendra entièrement à sa charge la construction et la gestion du parc. Disney ne leur fournira que les plans et leur expertise technique. En d'autres termes, Disney ne lâchera pas un seul centime dans son nouveau projet, mais touchera quand même des droits d'exploitation. Une situation gagnante pour les deux parties. D'un côté, Miral se dote d'une pièce maîtresse pour son catalogue, qui sera susceptible de provoquer un appel
nouvelle d'air pour le reste du pays. De l'autre, Disney renforce son soft power et sa présence au Moyen-Orient, une région éloignée de tous ses autres parcs. En outre, un carrefour stratégique au cœur des 3 continents, ciblant ainsi le marché touristique émergent des pays voisins. D'autant plus que les Émirats, véritables plaques tournantes des vols internationaux, sont plus accessibles en termes de visa ou de contrôle aux frontières que les États-Unis ou le Japon. On ne peut s'empêcher de penser que la proposition financière de Miral, sûrement mirobolante, a fini par convaincre Disney. Le géant de Burbank pourra ainsi concentrer ses investissements sur ses parcs déjà existants, ainsi que sur sa flotte de bateaux de croisière bien plus rentable pour lui. Avec ce parc, Disney met son éthique et ses valeurs de côté. L'appel du roi de l'art a été plus fort. Merci Antoine pour ces précisions. Quant à nous, il est temps de quitter les Émirats Arabes Unis car il est l'heure d'inaugurer notre nouvelle rubrique, la musique du jour. Nous diffuserons une musique liée de près ou de loin à l'actualité, comme un événement qui fait la une, l'anniversaire d'une célébrité, une commémoration d'un événement historique, une journée mondiale, bref, tout est bon pour justifier un peu de bonne musique. Et on commence aujourd'hui 7 août par la journée mondiale de l'éducation. Instaurée en 1990 par l'UNESCO, cette journée rappelle cette réalité. Près de 60 millions d'enfants dans le monde n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité et plus de 700 millions d'adultes sont encore privés des savoirs de base comme la lecture ou l'écriture. Mais cette journée est aussi l'occasion, sur une note un peu plus légère, de replonger dans nos propres souvenirs d'école. Ces années de classe que Jacques Brel a mis en musique en 1962 dans sa chanson Rosa, un morceau empreint de nostalgie et une réflexion sur le temps qui passe, et c'est notre musique du jour. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parsoles sous les arcades, cerclés de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, où pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'était Jacques Brel sur Fréquence Banane. Et
En parlant d'école, nous allons maintenant évoquer un des plus gros défis auxquels ces dernières doivent faire face depuis plus de 20 ans, les outils d'intelligence artificielle. Débarqué sur nos écrans fin 2022, ChatGPT révolutionne totalement les habitudes des étudiants et force les enseignants à revoir leur manière d'enseigner et d'évaluer. Néanmoins, certains profs de la nouvelle génération veulent faire des outils d'IA leurs alliés et les utiliser au profit de leur méthode pédagogique, notamment dans les cours de musique. Merlin Thomy, bonjour. Bonjour. Tu viens d'être diplômé à la HEP pour enseigner au premier cycle primaire, donc des élèves de 5 à 9 ans. Tu as rédigé ton travail de bachelor sur l'utilisation du logiciel Suno AI en classe de musique. Mais d'abord, Merlin, avant de demander en quoi consiste exactement l'expérience au cœur de ton travail, dis-moi d'où vient cet intérêt pour l'intelligence artificielle dans l'enseignement? Est-ce que c'est un sujet qui est régulièrement abordé à la HEP? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil que personnellement, je n'ai pas beaucoup utilisé avant mon arrivée à la HEP. Et en fait, j'ai eu la chance de participer à un module de préparation au mémoire travail de bachelor, en fait. Et notre formateur nous a brièvement parlé du logiciel Suno AI qui permet donc de générer des extraits musicaux. Comme ChatGPT peut créer du texte, Suno AI peut générer des extraits. Et jusque-là, on n'avait pas vraiment d'idée avec ma collègue sur quoi on allait travailler pour notre travail de bachelor. Et donc, d'un coup, ça a été une révélation. On s'est dit, est-ce qu'il y a cette espèce de dilemme entre IA et créativité, et est-ce qu'on pourrait allier les deux dans le cadre d'un travail en classe avec des élèves? Justement, on peut se demander, est-ce que pour des jeunes profs que vous êtes, est-ce que l'intelligence artificielle suscite plutôt votre curiosité ou au contraire de l'inquiétude face notamment à l'avenir? Alors, chez mes collègues de la HEP, donc les gens qui étaient dans la même formation que moi, parmi les gens que j'ai pu interroger, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui ont bien sûr peur de l'avancée de l'intelligence artificielle et qui se disent que ça ne devrait pas avoir sa place à l'école. J'ai aussi des collègues qui sont tout à fait ouverts et qui aimeraient beaucoup expérimenter en fait avec cet outil en classe, surtout chez les plus grands. Et du côté des enseignants plus de la plus vieille école, j'avais des praticiennes formatrices qui étaient très ouvertes et qui avaient très très envie de voir ce que ça donnait. Alors, ton travail s'appuie sur les théories de la créativité développées par le professeur anglais Graham Wallas en 1926. Déjà, en 2 mots, qui était-il et que dit sa théorie? Graham Wallas, c'était un penseur, en fait, un universitaire britannique du début du XXe, et qui était, entre autres, enseignant en sciences politiques à la London School of Economics. Il a rédigé pas mal d'ouvrages, mais un de ses ouvrages les plus majeurs est The Art of Thought, donc en français, l'art de la pensée. Dans cet ouvrage, il parle de comment la pensée fonctionne et particulièrement du processus créatif. Donc Wallace a proposé un modèle pour un processus créatif en plusieurs phases. Donc selon Wallace, au début du processus créatif, il y a d'abord une phase de préparation. Voilà, on a un problème. Comment est-ce qu'on va se préparer à résoudre ce problème ? Il y a ensuite une phase d'incubation où on s'éloigne de notre problématique, on pense faire autre chose, on ne pense plus à ça. Pendant ce temps, notre cerveau réfléchit encore. Et vient enfin une phase d'illumination où d'un coup, c'est la phase Eureka. On trouve une solution à notre problème et on le résout. Et après, à la fin, il y a encore une phase de vérification où on regarde si est-ce que notre solution fonctionne bien, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content. Et j'imagine que cette théorie s'inscrit comme être universelle. La théorie, elle a été écrite en 1926, elle a toujours du sens aujourd'hui. En effet, c'était une des problématiques et une des hypothèses qu'on a exprimées dans notre travail. En fait, vu que c'est un modèle qui a presque 100 ans, en fait, on se posait la question, est-ce que ça a toujours de la valeur aujourd'hui? Et on a fait des recherches et il y a pas mal de modèles récents, notamment le modèle de Webster qui date de 2002, qui inclut en fait les phases du schéma de Wallace dedans. Alors il est plus complexe, mais les phases sont toujours là. Alors maintenant, Merlin, imaginons que les auditeurs et moi-même sommes une petite souris et tapis au fond d'une de tes classes. Qu'est-ce que exactement nous pouvons voir quand tu fais une de tes séances avec Suno AI? Alors, Suno AI, je peux peut-être déjà expliquer vaguement comment ça fonctionne. Donc en fait, vous voyez bien ChatGPT, il faut rédiger un texte qu'on appelle un prompt, en lui demandant, en fait, c'est une demande qu'on fait à ChatGPT, et lui, en réponse, va nous donner quelque chose. Eh bien, Suno AI fonctionne de la même façon, sauf qu'à la place de lui demander un texte écrit ou une image, on va lui demander
un extrait musical. Donc on va lui demander le style, on va lui demander la vitesse, les émotions qu'on aimerait ressentir. Et donc quand on est en classe à travailler avec Suno AI, c'est ce que font les élèves. Il y a toute une phase d'abord chez les élèves d'apprentissage de prérequis, parce que c'est pas mal de termes et de notions musicales qui sont compliquées, les notions de tempo, d'émotion, d'intensité. Donc on apprend déjà ça, on apprend déjà à les utiliser, on fait un petit peu d'analyse musicale, pouvoir poser ces termes sur ce qu'on entend. Et après cela, c'est là que les élèves vont avoir une mission. En l'occurrence, pour mon travail de bachelor, ils avaient la mission de mélanger 2 extraits musicaux radicalement différents, par exemple un morceau de métal et un morceau de musique classique. Ils devaient les rassembler en écrivant un prompt qui pourrait générer un morceau qui ressemble aux 2. Et donc, c'était ça en fait. Donc les élèves devaient rédiger un premier prompt, écouter le résultat, décider s'ils étaient contents ou pas contents, et modifier et répéter jusqu'à ce que la satisfaction soit là. Je propose qu'on écoute un petit extrait. Donc le prompt c'était une musique joyeuse, rapide, avec de la guitare acoustique et du piano. Je peux notamment mentionner le fait qu'on voit très bien ici la construction du prompt. J'ai signifié aux élèves toujours commencer par une musique et après on ajoute les émotions, les notions, les instruments de musique. Et pour en fait rendre le processus simple et compréhensible pour des élèves de cet âge-là. Alors, quel bilan tires-tu de ce projet ? Quels sont, tu dirais, les points positifs, mais aussi les difficultés ou les limites, les problématiques que tu as rencontrées avec tes élèves ? Alors, les points positifs, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre problématique, donc, c'était de déterminer si les élèves travailler ou pas dans un processus créatif. Donc on était sur le modèle de Wallace juste avant. On voulait voir si les élèves entraient dans ce processus créatif. Et on a trouvé en fait que pour la plupart des élèves, oui, nos indicateurs semblent montrer que les élèves sont bien passés par ce processus. Donc on est clairement sur une activité qui mobilise un processus créatif. Ensuite, on a eu une autre surprise, c'était le fait que c'est une activité qui a été très motivationnelle. Les élèves ont été extrêmement satisfaits de ces activités-là, en redemandaient, et ça a fait aussi qu'ils ont été concentrés et sont restés sur la tâche très longtemps, ce qui est assez positif pour un enseignant. Et au contraire, pour des points plutôt d'attention, on a vécu plusieurs conflits interélèves parce que l'utilisation d'outils numériques en classe, elle est certes toujours très motivante pour les élèves, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que qui utilise la tablette, qui écrit, qui écoute, c'est toujours des rôles qui sont difficiles à déterminer chez des élèves de cet âge. Il ne faut pas oublier que c'est des élèves qui ont autour de 7 ans. Et donc, c'est quelque chose, un point d'attention à faire avant le début de la tâche. Très bien. Alors, je vais poser une question un peu mesquine maintenant. Vas-y. Mais est-ce que utiliser une machine dans un cours qui est censé développer la fibre artistique et créative des élèves, n'est-ce pas un peu contre-productif, voire même dangereux ? Alors c'est une question qui est assez récurrente parce que c'est vrai qu'effectivement on a cette dualité intelligence artificielle qui n'est pas créative et composition artistique qui est créative. Donc c'est deux choses pour moi qu'il faut différencier. Donc en fait à l'école on apprend différentes choses. En musique, on apprend à faire de l'écoute, on apprend à composer, on apprend à improviser, on apprend à chanter. Et je pense que la composition via Suno AI, selon ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, c'est pas forcément exclusif. C'est important au fur et à mesure de l'année de faire différentes choses. Mais notre recherche, c'était pas dans une volonté d'être pour ou contre l'intelligence artificielle, c'était une proposition d'utilisation de Suno AI dans un cadre où la créativité, elle n'a pas forcément l'air au premier abord d'être mobilisée. Et il semble que si. Très bien. Et, est-ce qu'il y aura toujours besoin d'un prof de musique à l'avenir ? Ou Suno AI pourra tout faire ? Personnellement, je suis certain qu'il y aura toujours des enseignants de musique. Parce que la musique, ça fait partie du domaine des arts, et donc les arts sont intrinsèquement liés à l'être humain.
Et aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde les morceaux générés par Suno, on peut se faire tromper parfois. On peut écouter des morceaux et se dire « Ah, ça c'est intéressant, qui c'est qui a écrit ça ?» alors qu'en fait, c'est une IA qui l'a généré. Donc pour moi, même si c'est probable qu'un jour, l'IA a une place prépondérante sur le marché de la musique populaire principalement, il y aura toujours un public et un appétit pour la musique composée par des humains. Et pour partir du côté musical et rester du côté enseignant, aujourd'hui, une intelligence artificielle ne peut pas remplacer un enseignant dans l'intégralité de ses fonctions. Donc je pense qu'en tout cas, pour un bon moment, le métier n'est pas prêt de disparaître. Très bien. On va parler d'un autre point. Sur l'IA, on sait que l'IA, c'est un désastre environnemental. On sait par exemple que notre consommation d'énergie en Suisse va doubler d'ici 2030 à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que quand vous utilisez l'IA, les élèves sont sensibilisés à cette question climatique ? Alors c'est en effet un point que nous on préconise dans notre travail parce que les aspects environnementaux et l'impact environnemental de l'utilisation d'IA n'est absolument pas négligeable. Et nous, on préconise dans notre travail, en effet, que chaque activité liée à l'IA doit être sensibilisée auprès des élèves. C'est-à-dire qu'il faut leur parler non seulement des questions climatiques, mais il y a aussi des aspects éthiques sur l'utilisation de l'IA, des questions possiblement d'appauvrissement musical. Il y a beaucoup de problématiques qui sont importantes et auxquelles il faut réfléchir et auxquelles il faut parler aux élèves. Desquelles il faut parler aux élèves. Une question pour terminer peut-être, la plus importante de toutes. Est-ce que le retour des élèves a-t-il été positif ? Alors, effectivement, on a eu un retour très positif de la part des élèves. Déjà, outre le retour, nous, en tant qu'enseignants, on est formés bien sûr à évaluer les élèves dans leurs compétences au fur et à mesure des activités. Nous, on remarque qu'à la fin de la séquence, donc à la fin de tout le travail qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, on remarque que toutes les notions musicales qu'on leur a apprises ont été retenues. Les élèves savent ce que sont des morceaux lents, rapides. Ils savent reconnaître si un morceau est joyeux, triste, même si c'est une question très personnelle. Donc en fait, ces notions musicales, par exemple aussi les instruments de musique, tout ça, le fait que ça a été retenu, ça a montré que la tâche, elle a été motivante et que les élèves se sont amusés tout au long du processus, parce qu'on apprend beaucoup plus, en fait, on apprend mieux quand la tâche nous parle. Donc ça, c'était un bon retour d'un point de vue d'enseignant. Après, d'un point de vue émotionnel, on a eu beaucoup de retours d'élèves qui ont été très contents de ces activités. On a eu des élèves qui nous ont redemandé, après coup, s'ils pouvaient réutiliser Suno dans des moments libres, par exemple. J'ai, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu plusieurs élèves qui sont venus vers moi en me demandant mais est-ce que je pourrais commencer la guitare électrique, ou est-ce que je pourrais commencer le piano, ou est-ce que je... Donc c'est aussi intéressant, ça montre que les élèves sont quand même attirés par la musique, même si intrinsèquement ils n'en ont pas fait en fait dans Suno, ils ont fait de la rédaction, mais ils ont fait de l'écoute, ils ont appris des notions, et rien que ça, c'est déjà pas mal. Merci Merlin. De rien. De nous avoir parlé de ton travail de bachelor qui montre que finalement les IA c'est un outil pour aider l'enseignement, mais que ça ne remplacera jamais ni le prof ni le cours. Je rappelle que tu as obtenu donc récemment ton bachelor à la HEP où tu as signé ce travail sur l'IA et la créativité des élèves avec une camarade à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned the scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once.
the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. No Milk Today du groupe Herman's Hermit, sorti en 1966, l'un des plus grands succès de ce groupe emblématique de la fameuse British Invasion des années 60. Une séquence canine maintenant dans Agora. Le chien, le meilleur ami de l'homme, le meilleur ami des grands de ce monde aussi. Nos compagnons à quatre pattes ont souvent servi à la communication des présidents. Merlin, tu n'as pas eu peur de tomber sur un os et tu t'es penché pour nous sur le sujet. Alors l'instrumentalisation des chiens des chefs d'État, cela date déjà de l'invention de la photographie. Vite copiée et distribuée, la reine Victoria a très vite compris le potentiel de cette invention pour sa communication et l'importance d'associer son image avec des chiens. Grande cynophile, la monarque aimait s'afficher avec l'un des siens. Une passion présente dès sa jeunesse, tant on retrouve souvent son fidèle épagnol nommé Dash sur les premières peintures de son règne. Et quand on parle de chiens royaux, comment ne pas évoquer les fameux corgis d'Élisabeth II ? La feu reine en était toujours entourée d'une ribambelle. Elle en avait fait un élément indissociable de son image et de la royauté. Et elle n'est pas la seule. De nombreux chefs d'État aiment ou ont aimé mettre en avant leurs chiens qui parfois leur ont volé la vedette. Mais Merlin, pourquoi autant de présidents s'affichent-ils avec des chiens ? Pour un chef d'État, se montrer avec un chien est un avantage en communication politique. Cela adoucit son image, la rend plus chaleureuse, plus accessible, parfois même plus humaine. Car quoi de plus efficace qu'une photo du président jouant avec ses enfants et son chien pour faire passer un message implicite. « Je suis comme vous, moi aussi en rentrant du travail, je dois sortir le chien ». Ajoutons que les chiens peuvent être une vraie boule de réconfort dans la stressante vie politique et ces moments parfois plus difficiles. Et justement, des moments difficiles, les citoyens américains les connaissent bien. Les années 30 et 40 aux USA sont marquées par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Mais pour penser à autre chose, les Américains peuvent s'attacher à Fala, le terrier écossais de Franklin Delano Roosevelt. Et ce dernier a bien compris le capital sympathie de son animal adoré. Le président démocrate se met souvent en scène avec Fala dans des films diffusés aux actualités filmés et produits par les plus grands studios hollywoodiens. Fala devient une star au pays de l'oncle Sam et une mascotte pour de nombreux soldats partis en Europe. Pour George W. Bush, 50 ans plus tard, même recette, mais sur Internet cette fois-ci. Le républicain met en scène Barney, également un terrier écossais, dans des courtes vidéos rigolotes au fort potentiel viral. Séquences dans lesquelles le président n'hésite pas à mettre à contribution sa famille, les membres de son cabinet ou les employés du bâtiment. Dans ces vidéos, Barney doit décorer la Maison Blanche pour Noël ou encore participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Dans un des épisodes, le président Bush réprimande Barney car ce dernier a voulu devenir secrétaire de l'éducation au lieu de s'occuper du nouveau chat de la famille. Barney, I know you want to be in my cabinet, but I've already given you an important job. Your job is to take care of Miss Beasley. Your job is to welcome her into our family. Make sure that Miss Beasley gets along with Willie. And I don't want you chasing Willie around the house anymore. Do you understand that? I'm counting on you. Des vidéos qui rencontrent le succès alors que les États-Unis traversaient la tumultueuse période du après 11 septembre et du début de l'offensive en Irak. Bref, les chiens ont souvent une place d'honneur à Washington et j'aurais pu en citer plein d'autres.
Dans l'histoire récente, seul un président montre une certaine animosité envers les animaux, un certain Donald Trump. Et quand on est président, aucun détail n'est laissé au hasard, ni même la race du chien. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui nous dira le contraire. Le président russe s'affiche souvent avec des animaux sauvages, comme des ours et des chevaux, pour affirmer sa virilité. Mais toutefois, aime se mettre en scène avec des animaux domestiques mignons, comme des Akita ou des loulous de Poméranie, afin de se donner une image de brute au cœur sensible. On peut parler de propagande animalière, selon Burdett Loomis, professeur à l'université du Kansas. Néanmoins, Poutine s'affiche aussi avec des chiens plus imposants qu'il n'hésite pas à utiliser pour marquer un rapport de force. En 2007, il amène un labrador lors d'une rencontre avec Angela Merkel, alors que la phobie des chiens de l'ancienne chancelière allemande était connue de tous. Un toutou peut aussi servir pour faire passer des messages plus positifs. C'est le cas de Nemo, le labrador d'Emmanuel Macron. Nemo est un chien abandonné qui a été adopté par le couple présidentiel à la SPA. Depuis, il apparaît sur des vidéos officielles de l'État français qui invitent les citoyens à ne pas abandonner les animaux et à les adopter en suivant les bonnes pratiques. Le labrador d'Emmanuel Macron perpétue une grande tradition canine au palais de l'Élysée. Tous les présidents de la Ve République ont eu au moins un chien comme François Mitterrand et son labrador Baltique. Pourtant importante dans la vie de l'ancien président socialiste, Baltique n'a pas eu le droit d'entrer dans l'église lors des obsèques de son maître, une image qui a inspiré une chanson à Renaud. Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé, en échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain. Je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Renaud sur Fréquence Banane et son hommage au chien de François Mitterrand. Merci pour cette chronique sur un sujet de niche. Et sans transition, c'est l'heure de notre nouvelle chronique. La chronique VF, où on en apprend plus sur le doublage français au cinéma fait par des vrais gens, pas comme moi.
Regarder ces films en VF, une gageure pour certains, une habitude pour d'autres. Ce qui est certain, c'est que les comédiens de doublage sont devenus de véritables stars ces dernières années, mais on va le voir, le doublage d'un film, c'est plus compliqué qu'une simple traduction. Bonjour Adriano. Bonjour Antoine. Adriano, tu vas nous emmener cette année dans les coulisses du doublage avec cette question pour commencer. Faut-il traduire une blague ou une référence ? Et la réponse est oui, Antoine. Un adaptateur ou une adaptatrice n'a pas seulement comme rôle de traduire littéralement le texte d'origine, il ou elle doit aussi l'adapter, c'est-à-dire le rendre accessible au public pour lequel s'adresse la traduction, et qui n'a pas forcément le même bagage culturel que le public original. Toutefois, malgré ce travail, l'adaptateur se doit de respecter les intentions originelles du scénariste. C'est là tout le cœur de son métier. Quand un scénariste américain écrit une blague sur un sujet populaire, il s'attend à ce que tout le public la comprenne. Quand il écrit une blague plus poussée, il s'attend à ce que seulement une petite partie du public la comprenne. C'est alors le rôle de l'adaptateur de se renseigner pour comprendre la blague et d'estimer si cela est nécessaire, de la transformer pour son public ou non. Si le scénariste a voulu faire rire tout son public, l'adaptateur doit faire rire l'ensemble du sien, sauf que les références populaires américaines ne le sont pas forcément ailleurs. Oulala Adriano, j'ai de la peine à te suivre. N'aurais-tu pas un exemple un peu plus concret ? Oui, tout à fait. Prenons le film Men in Black de Barry Sonnenfeld, le nom est compliqué, sorti en 1997. Lors du film, l'agent K, joué par Tommy Lee Jones, demande au néophyte agent J, joué par Will Smith, s'il connaît un alien qui se nourrit d'eau sucrée. Écoutez cette séquence. I don't suppose you know what kind of alien life form leaves a green spectral trail in crave sugar water, do you? Oh wait, that was on Final Jeopardy last night. L'agent J fait référence à Jeopardy, un jeu télévisé de culture générale diffusée aux États-Unis depuis plus de 60 ans. Une émission culte que tout le monde connaît, en somme, une référence ultra populaire dans les pays anglo-saxons. Néanmoins, en France, le jeu Jeopardy n'est connu que par une partie spécifique du public. Dans cette démarche de respecter la volonté originale du scénariste, il faut trouver un jeu télévisé de culture générale, emblématique de la télé française. Je suis sûr que vous l'avez. Tu ne dois pas savoir quels extraterrestres répandent des traces spectrales vertes et raffolent d'eau sucrée. Oh, ils l'ont dit à question pour un champion hier. Attends, je le sais. Eh oui! Question pour un champion, forcément. L'adaptateur doit garder l'esprit de la blague ou de la référence, quitte à perdre de la cohérence, car soyons honnêtes, c'est peu probable qu'un Américain fasse des blagues sur la télévision française. En outre, il ne faut pas oublier que l'adaptateur doit aussi respecter d'autres contraintes, comme le contexte de la scène ou du film, la synchronisation labiale des personnages et les exigences des commanditaires de la traduction. Alors, j'ai compris maintenant, c'est très clair. Est-ce que tu n'as pas un autre exemple ? Eh bien oui, j'en ai un sympa, mais cette fois-ci partons du français direction l'anglais, car c'est la même chose dans une scène d'Astérix et le Domaine des Dieux sorti en 2014. Le chef gaulois Abraracourcix s'adresse au village par cette phrase. Je vous ai compris. À propos de quoi ? D'une manière générale, je vous ai compris. Évidemment, une référence au général de Gaulle, une phrase devenue emblématique dans la politique française. Les Anglais auraient pu décider de traduire cette phrase littéralement, mais ont décidé d'utiliser à la place une phrase emblématique de la politique américaine, sous une forme de phrase rhétorique, pour respecter la blague originale du film. Est-ce que vous avez des idées ? Alors, pas du tout. Say it, everyone! Yes, we can! Can't. What? Okay, so we can't thrash the Romans. Merci Adriano pour cette chronique qui rappelle que traducteur ou traductrice, c'est un métier exigeant, loin de simplement faire du Google Traduction et qui nécessite un vrai travail de recherche pour respecter les intentions de l'auteur. En revanche, Agora, c'est fini pour aujourd'hui et ça, ce n'est pas une blague. Merci sincèrement de votre écoute. Je désire remercier Adriano aux chroniques et Merlin qui était mon interviewé aujourd'hui et qui a gentiment accepté également de me faire une chronique. Et oui, vacances estivales oblige, il n'y a pas beaucoup de monde dans les studios. Vous retrouverez le contenu régulier de Fréquence Banane dès la rentrée. En attendant, une bonne fin d'été et à bientôt.